Malgré la fin de la colonisation, le franc CFA demeure la monnaie officielle dans 15 pays d'Afrique francophone. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette monnaie au XXIe siècle? Merci bien pour cette question d'actualité. D'abord, moi, je suis heureux que la question soit centrale aujourd'hui parce qu'il y a 20 ans déjà, même plus, quand en 1987, j'en parlais à la suite de Tchun Tchang Kwemi, on m'a traité de fou. Bon, aujourd'hui, je vois que et les Européens, et les Français, et les Africains, dans la zone franc comme hors de la zone franc, s'en préoccupent. Je m'en félicite. Il y a deux camps. Il y a ceux qui disent que le franc CFA est une bonne opportunité, une bonne monnaie pour les pays africains qui l'utilisent. Et puis que ça stabilise les économies, ça crée des emplois, ça fait que ces pays sont meilleurs que les autres. Et puis il y a nous autres qui pensons que ce n'est pas vrai. Et si vous regardez les fondements, ils disent, eux, que le franc CFA, avec la mise en commun des réserves de change de ces 15 pays, est une bonne opportunité pour ces économies. Mais si vous regardez déjà la logique de la mise en commun des réserves, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un économiste canadien qui le dit, la mise en commun des réserves facilite le travail pour les pays les plus gaspilleurs qui vivent aux dépens des pays les plus économes. On dit que c'est la solidarité dans cette mise en commun. Mais vous voyez une solidarité où les plus riches vivent aux dépens des plus pauvres. Est-ce qu'on appelle cela solidarité? Parce que moi, dans mon entendement, c'est quand les plus riches tirent les plus pauvres qu'on dit qu'il y a solidarité. Mais quand les plus riches pompent les réserves des plus pauvres, il n'y a plus solidarité, là il y a exploitation. Ce système-là organise une exploitation comme ça, des pays qui ont des devises aux dépens des pays qui n'en ont pas. Si vous continuez le raisonnement, on dit que la mise en commun de ces réserves au Trésor public français assure une garantie de change du franc CFA. Mais c'est vrai que les premières années de l'indépendance, on pouvait aller avec son franc CFA à Paris, Bruxelles, Tokyo. Dès l'aéroport, on avait des agences de change dans lesquelles on pouvait déposer des CFA, acheter du yen, du Deutsche Mark, de la lire italienne ou du franc français. Mais ça, c'est terminé depuis longtemps. Les accords disent qu'il y a libre convertibilité garantie par le Trésor français, mais en réalité, il n'en est rien. Vous achetez vos euros ou vos dollars ici, sinon si vous partez avec, bon, personne ne connaît cette monnaie, on vous demande ce que c'est. Il y a donc du faux là aussi, là-dessus. On nous dit que ce compte ne rapporte rien à la France parce que ces comptes d'opération sont infimes dans les réserves françaises. Le volume de l'activité de ces 15 pays est infime dans l'activité globale française. Par rapport au budget, la contribution de ces pays africains est infime aussi. D'accord? Donc la France ne gagne rien là-dedans. Mais on constate quand même que ces pays africains déposant les réserves de change, 50%, peu importe, puisque le volume change de 75% selon la volonté des gens, on modifie jusqu'à, on est à 50% maintenant des avoirs extérieurs nets qu'il faut déposer au Trésor. Ces avoirs extérieurs nets, le Trésor public français paye des taux d'intérêt là-dessus de moins de 1%, 0,25% ou quelque chose comme ça. Mais les mêmes pays qui déposent ces réserves, ces devises au Trésor français, vont s'endetter en eurobonds sur le marché international à des taux d'intérêt de 5, 6, 7, 8 et même parfois de 10%. Cherchez l'erreur. J'ai des devises, je mets dans une caisse qui me rapporte 0,25% ou 1%, soyons généreux. Et puis à côté, je vais prendre crédit en devises et je dois payer 5, 6, 7, 8%, 9%, 10%. Est-ce que vous comprenez le jeu du faux encore là? On continue, on dit que le taux de change est fixe avec l'euro et ça garantit les échanges, ça facilite les échanges de ces pays africains. Mais si vous regardez bien, le taux de change est fixe avec l'euro, mais le taux de change du CFA est flottant avec l'ensemble de toutes les autres monnaies du monde, y compris les différents CFA d'ailleurs de la zone franc-africaine. Si vous prenez le CFA
d'Afrique centrale, Cameroun, Gabon et autres, que vous prenez le CFA d'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin et autres, mais arrivez à Libreville avec votre CFA de l'Ouest, vous ne pourrez pas acheter un pain. Vous ne pouvez même pas payer votre hôtel avec. Il faut d'abord aller changer. Et quand vous allez changer, on ne vous donne pas un CFA de l'Ouest contre un CFA d'Afrique centrale. Il y a des variations. Le taux est aussi flottant. Faut encore, pourquoi dire aux gens que le taux est fixe alors qu'en réalité, tout varie autour. On nous dit que ce taux de change ou ce système mis en place facilite les échanges extérieurs et favorise le commerce international des pays qui en sont membres. Un économiste de la Banque mondiale, Alexander Yates, a posé la question il y a quelques années, Do African countries pay more for imports? Est-ce que les pays africains payent plus cher pour importer, pour leurs importations? Sa réponse est yes. Quand vous vous arrangez dans la mondialisation d'aujourd'hui, vous signez des contrats parallèles, des contrats dits d'amitié ou d'alliance qui vous confinent dans des zones qui empêchent le libre accès au marché international, vous pensez que cela vous arrange. En réalité, vous payez des surcoûts. Et cet économiste de la Banque mondiale a montré que le type de contrat signé par les économies africaines de la zone franc, parlons d'eux, mais c'est vrai pour les autres qui ont signé aussi des contrats spécifiques avec les anciennes puissances coloniales, ces pays-là payent toujours des surcoûts. Sur les importations de fer, de blé, de farine, de tout, le marché international propose un prix. Dans le cadre des contrats privilégiés de ces accords, il y a un autre prix. Quand on compare les deux prix payés à la parité de pouvoir d'achat, ceux qui travaillent hors mondialisation payent plus cher. Et comment vous voulez que des industriels installés à Yaoundé, à Lomé, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire aillent acheter des matières premières à des prix plus de surcoût, viennent transformer et produire des biens et être compétitifs sur le marché international? Ce n'est pas possible. Et la zone franc impose ce système-là et on nous dit que tout marche pour le bien des pays africains. Si nous continuons, même au-delà, on regarde les performances logistiques que les pays africains de la zone franc ont. Performances logistiques en termes de services douaniers, services portuaires, services aéroportuaires, rapidité de dédouanement, fret, assurance. Vous regardez tous ces éléments et puis vous vous rendez compte que ceux qui sont dans la zone franc ont une performance logistique inférieure à ceux qui sont hors zone franc. Or, la zone franc était supposée créer une sorte de facilité. Comment vous pouvez dire que nos importations et exportations coûtent plus cher et puis dire en même temps que nos systèmes logistiques, infrastructurels liés à la zone franc sont performants? Non, c'est aussi de la fausseté. Les pays hors zone franc font mieux que les pays dans la zone franc. Vous continuez dans la même lignée. On nous dit que l'appartenance à la zone franc permet de garantir plusieurs mois une sécurité d'accès aux devises. C'est-à-dire que si par mes propres efforts de pays du Congo, je ne peux avoir qu'un mois de devises d'exportation, lorsque j'appartiens à la zone franc, je peux bonifier et avoir 2 ou 3 mois par le fait d'appartenir à la zone franc. On nous fait valoir cela. Et quand on va regarder dans African Economic Outlook, les statistiques financières africaines officielles, on se rend compte, tenez-vous bien, que les pays qui ont leur propre monnaie font au moins aussi bien que les pays de la zone franc en termes de nombre de mois de devises accumulées. Nous sommes dans la zone franc, on a 3 mois ou 4 mois de devises sécurisées. La Sierra Leone, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Libéria, l'Éthiopie, l'Algérie, le Maroc, le Soudan ne sont pas dans la zone franc, mais souvent ont plus de mois de sécurité de devises que nous. Donc, appartenir à la zone franc, en réalité, ne nous apporte pas un plus. Sur ce plan-là aussi, il faut le remarquer. Si on laisse tomber même les aspects internationaux de ces pays, qu'on entre
à l'intérieur d'un seul pays, madame. Et vous prenez la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, vous regardez les statistiques, ou même le Gabon, les statistiques de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, les statistiques de la Banque centrale d'Afrique centrale. Qu'est-ce que vous constatez? Que les taux, le crédit à court terme est beaucoup plus élevé que le crédit à moyen et long terme. Or, le crédit à court terme, c'est le crédit que les banques font aux particuliers pour la consommation courante, pour les importations et les exportations. Ça signifie quoi? Que le système bancaire de la zone franc en Afrique ne permet pas de financer l'investissement risqué, l'investissement long, l'investissement qui demande des capitaux longs. Le crédit à long terme permet de financer les investissements longs. Le crédit à court terme permet de financer les dépenses de courte période. Et ce système-là ne permet donc pas de créer de nombreuses entreprises et donc avec les conséquences que vous connaissez, chômage, violence, sous-emploi et puis toutes sortes de conflits autour de l'emploi des jeunes. Si vous allez plus loin, que vous regardez les taux d'intérêt appliqués, dans les statistiques de ces banques centrales, vous vous rendez compte que les taux quand les particuliers déposent de l'argent dans les banques, les États aussi déposent de l'argent dans les banques, les taux d'intérêt sur les dépôts sont plus élevés pour les États que pour les particuliers et les entreprises. Vous comprenez bien. Vous êtes État, moi particulier, j'ai besoin de crédit pour investir. À moi, on va prêter à 7-8% et puis au gouvernement, on va prêter à 5-6%. Mais quand j'épargne, moi, on va me verser 2-3%, au gouvernement, on va lui verser comme taux d'intérêt 5-6%. Tout est fait pour décourager l'emploi, encourager l'import et export et la consommation. Du coup, on ne peut rien faire ici comme investissement sérieux pour pouvoir transformer les matières premières, créer des emplois et le reste. Alors, beaucoup d'Africains disent, oui, mais professeur, la monnaie, on n'est pas encore prêt pour créer notre propre monnaie parce que vous savez, c'est très dangereux. C'est curieux ce raisonnement. Voilà des gens qui sont, depuis 70 ans que le franc CFA est créé. Si on veut être généreux, disons, depuis 1960 qu'ils sont indépendants. Ils n'ont pas encore appris à gérer la monnaie. Mais comment, si vous n'apprenez jamais, comment pouvez-vous devenir des professionnels? Sans forger, vous voulez devenir forgeron? Si vous n'êtes pas prêt pour gérer une monnaie aujourd'hui, comment faites-vous pour gérer des États, des constitutions, des armées, des entreprises publiques? Comment faites-vous pour gérer des militaires, des fonctionnaires? Pourquoi est-ce que vous êtes prêt pour gérer un budget, mais pas prêt pour gérer la monnaie, alors que le budget et la monnaie sont comme les deux branches d'une paire de ciseaux en politique économique? Ça va ensemble. Si vous avez une des branches pour lesquelles vous dites on n'est pas prêt, on n'a que le budget pour fonctionner, vous n'irez nulle part. Et le résultat est sous nos yeux. Et puis, il y a un gros avantage qu'on signale. Ça, tout le monde dira, oui, mais Koulibaly, on sait très bien, regardez l'inflation au Ghana, au Nigeria, il y a de l'inflation, alors qu'en Côte d'Ivoire, au Burkina, l'inflation est faible. C'est vrai. Mais quand vous regardez le calcul de l'inflation tel que c'est effectué dans nos différents pays, les statisticiens économistes vont vous le dire, quand en France ou en Europe, on calcule le taux d'inflation, on prend tous les marchés du pays, on fait un panier de la ménagère avec toutes les marchandises qui entrent dans les conditions de vie des populations. On prend tous les prix et puis on calcule l'indice des prix et les variations des prix sur l'ensemble des marchés et l'ensemble des villes et puis un grand panier de la ménagère. Dans les pays africains du CFA, on prend un petit panier de ménagères dans lequel 80% des prix sont administrés, donc fixés par l'État. Et puis, on ne regarde ces prix-là que sur le marché principal de la capitale. À Dakar, on va regarder le prix à Sandaga, et à Abidjan, on va regarder le prix au marché de Treichville ou d'Adjamé. Et puis, à partir de là, on dit qu'on a un taux d'inflation, et comme les prix sont administrés, ce taux ne bouge jamais, et puis on dit que l'inflation est faible. C'est quand l'État augmente les frais de scolarité ou fait augmenter le prix du courant ou de l'eau que l'on voit le prix de l'inflation, le taux d'inflation changer. L'inflation est faible
mais demandez dans toutes ces capitales si le coût de la vie est faible. Alors, c'est quel système monétaire qui vous donne un taux d'inflation faible, mais un coût de la vie élevé? Vous ne voyez pas qu'il y a un trucage là-dedans parce que l'un mesure l'autre. On est dans ce dilemme, ce qui fait dire à beaucoup de gens que, bon, et là, ce sont les aspects politiques. Ce système-là sert à exploiter les pays africains. Ce système-là sert à dominer les économies africaines. Ce système-là sert à organiser l'ingérence des autorités françaises dans la gestion des économies africaines. Ce système-là sert à contrôler la politique africaine et donc, du coup, à contrôler le système éducatif, l'investissement, les marchés publics et le reste. Ceux qui disent ça n'ont peut-être pas faux. Si les défenseurs disent que la France ne gagne rien là-dedans, ce que j'essaie de montrer, c'est que les Africains perdent beaucoup là-dedans. Donc, ce jeu de coopération n'est pas à somme nulle. Et ce n'est même pas une somme positive. La somme est négative parce que les Africains perdent énormément là-dedans. C'est pour ça que moi, je plaide pour une monnaie africaine, une monnaie créée qui est indépendante des hommes politiques. Je vais terminer sur ce plan-là, madame. Voilà, la monnaie, ce n'est vraiment pas une affaire des économistes. Parce que j'entends dire, les activistes, il ne faut pas qu'ils en parlent, les sociologues n'en parlent pas, les juristes, ce sont les économistes. C'est faux. La monnaie est une convention sociale. C'est le corps social qui doit en garantir et qui doit avoir la responsabilité de garantir l'indépendance et les performances de cette monnaie. La monnaie n'appartient pas à l'État. L'État, comme la justice, la monnaie, l'État a juste le devoir de garantir la qualité de cette monnaie. Ce sont les populations qui doivent se décider si elles ont la volonté de vivre ensemble. Tout par de là. Nous voulons vivre ensemble, nous, Africains des 15 pays. On veut vivre ensemble, on se donne une monnaie, mais avec implication de ne pas avoir 15 budgets, de ne pas avoir 15 déficits budgétaires, d'avoir un budget, une monnaie, un déficit. Là, on va vers le fédéralisme. C'est ce qui fait peur à beaucoup d'Africains, alors que, à mon avis, si ces pays décident de créer une monnaie commune, chaque président reste président où il est, la monnaie est pour tout le monde, la volonté de vivre ensemble va se traduire par la fiscalité interne de cette monnaie, la défense de cette monnaie ensemble, des parités fixes, le tout relié à l'euro ou au dollar ou à un panier de monnaie, euro, dollar, yen et puis yuan chinois, pourquoi pas. Et puis, tous ensemble, nous défendons cette monnaie comme on défend la démocratie, comme on défend les droits de l'homme, comme on défend la liberté d'expression et le reste. Si on dit qu'on n'est pas prêt pour ça, bon, alors il vaut mieux demander une recolonisation parce qu'on n'est pas non plus prêt pour le budget, on n'est pas non plus prêt pour avoir des armées, on n'est même pas non plus prêt pour avoir des États ou des constitutions parce que la monnaie est encore plus simple à gérer. Mais il faut sortir de l'idée que c'est une affaire pour économistes. La monnaie, c'est d'abord une volonté de vivre ensemble. C'est un aspect de souveraineté nationale. Si vous arrachez la monnaie à un peuple, si vous contrôlez la monnaie d'un peuple, vous lui arrachez cette volonté de vivre ensemble, vous le divisez. C'est ce qui nous est arrivé. Pourquoi, depuis la création du franc CFA, les billets ne sont toujours pas fabriqués en Afrique? Même les pays qui ont leur propre monnaie peuvent décider de fabriquer leur monnaie dans un endroit de leur choix. Il faut juste trouver un bon imprimeur sérieux qui a des compétences en la matière, qui a des lettres qui a su, et puis lui demander que ce soit au Japon ou en Chine, vous fabriquez, vous venez avec. Ce qui choque, c'est que cette monnaie qui est gérée par le Trésor français soit fabriquée en France. On pourrait la fabriquer ailleurs. Pour moi, le lieu de fabrication ne pose pas vraiment de difficultés, mais c'est la parité rigide qui gêne. C'est toutes les institutions mises en tour qui gênent. Si un jour les Africains décidaient de créer leur monnaie, bon, ils pourraient avoir une bonne imprimerie au sein de la banque centrale même et puis fabriquer, mais ce serait peut-être pas rentable si elle travaille cette imprimerie juste pour la seule banque centrale des Africains.
Alors, il vaut mieux peut-être trouver une banque, un fabricant ailleurs. Vous savez, le billet de banque sur lequel il est écrit 10 000 francs, il est peut-être fabriqué pour 200 francs ou 300 francs l'unité. Mais la banque centrale, comme c'est marqué 10 000 là-dessus, elle fait fabriquer, ça vaut 300 francs un billet, comme les photocopies là. Et puis, elle vend au public à 10 000 francs. La différence entre les 300 francs de frais de fabrication et les 10 000 francs qui sont marqués, ça c'est le seigneuriage, ça justifie le profit de la Banque centrale. C'est des sommes colossales qu'on n'imagine pas, mais que la Banque centrale et les autres se partagent. Ce qui est plus gênant là-dedans, c'est de dire que nous ne sommes pas capables de faire ça. C'est vrai que quand on dit on n'est pas capable de faire ça, ça veut dire que le président de la République ne peut pas s'asseoir chez lui, appeler le gouverneur de la Banque centrale pour lui dire Madame le gouverneur, j'ai besoin de 4 milliards demain pour payer les salaires. Et puis lui, il appelle l'imprimeur, on se trouve la nuit là au bureau, et puis on tourne la machine, on fabrique 4 milliards. Si vous faites ça, c'est automatiquement l'hyperinflation. Vous allez avoir plein d'argent en circulation et pas suffisamment de marchandises, les prix vont monter. Mais si le président a une banque centrale et la considère comme indépendante, décentralisée, et puis que lui, il gère son budget, il n'empiète pas. S'il veut dépenser 4 milliards, il va chercher 4 milliards d'impôts. S'il ne peut pas trouver 4 milliards d'impôts, il dit aux citoyens, prêtez-moi 2 milliards, je vais vous rembourser à tel taux d'intérêt. Mais il ne va pas dire à la Banque centrale, il faut fabriquer de l'argent. C'est de cela que les Africains disent « Ah, on n'est pas capable, on n'est pas encore fort pour ça, on est mal gouverné, on est mal géré. » Si vous ne pouvez même pas gérer, avoir de la rigueur, appelez la France pour venir vous recoloniser, c'est plus simple. On deviendra, il y a les DOM, il y a les TOM, nous on deviendra peut-être les départements d'Afrique occidentale ou d'Afrique francophone. C'est peut-être direct et mieux, hein, madame. Comme ça, ils vont gérer nos armées, parce que là aussi on ne sait pas gérer les armées, nos États, nos constitutions. Si c'est ce qu'on veut, faisons-le directement plutôt que de faire semblant d'être indépendant. Quand le président de la Commission européenne dit, et je ne sens pas, c'est Juncker je crois, je ne sens pas une volonté réelle des pays africains de sortir du système de la zone franc. Il a raison, parce que contrairement à l'institution à laquelle il appartient, qui a été adoptée par référendum, quand Jacques Delors et les autres ont écrit le traité de Maastricht, les pays ont adopté le traité de Maastricht par référendum. Et puis tous les peuples qui entrent adoptent, ratifient, et puis les populations savent qu'on est entré là-dedans. On n'est pas dans ce type de cas de figure chez nous. Nous, c'est venu de la période coloniale, on a juste changé les noms, et puis on est dedans. Aucun pays, aucun peuple n'a été interrogé en Afrique pour savoir oui ou non vous voulez du CFA, oui ou non vous voulez rentrer dans le CFA. Est-ce que les accords de coopération avec la France, vous êtes d'accord avec? Nos présidents signent, ratifient, et puis bon, nous on est là-dedans, on est d'accord. Il y a un déficit démocratique grave avec le CFA qu'il faut corriger. Il faut tout remettre à plat, poser la question aux populations. Vous les Sénégalais, est-ce que vous êtes oui ou non d'accord pour les accords de coopération monétaire? Vous les Ivoiriens, oui. Vous les Burkinabés. Et puis les peuples se prononcent. Là où on a dit oui, il reste là-dedans. Là où on a dit non, on sort, si c'est ce qu'on veut. Mais comme Juncker ne voit pas ça, bon, il dit que les chefs d'État ne décident pas. Nous, on dit qu'on n'est pas d'accord. Nos présidents disent qu'ils sont d'accord. Bon. Il y a un biais démocratique.